Eh bien, Bachi et mes amis panélistes, je voudrais évidemment intervenir sur ce thème du panafricanisme, mais je pense qu'avant de savoir si le panafricanisme est l'avenir de l'Afrique ou s'il va être une alternative, il faudrait peut-être le définir. Définir ce qu'on veut y mettre en ce début du XXIe siècle, quelle perspective stratégique on lui trace et beaucoup d'autres choses. Vous savez que je suis, moi, à l'origine, politiquement, un pan-européiste, c'est-à-dire que j'ai plus de 40 ans de vie politique engagée, et je me suis engagé au départ pour une idée qui était la grande Europe, de Vladivostok jusque Dublin, c'est-à-dire un grand espace continental unifié, dégagé de l'impérialisme américain. J'ai découvert le panafricanisme en Libye au milieu des années 90. Bon, c'est Kadhafi qui m'a conduit à cela. Moi, j'ai amené en Libye mes idées, qui étaient celles de la géopolitique des grands espaces, qui étaient celles de faire de la Méditerranée une mer d'où les puissances étrangères, les Américains, soient expulsés. Et Kadhafi, lui, m'a fait découvrir ce panafricanisme qui, avant, n'était pour moi qu'une définition de dictionnaire. Et j'ai découvert en fait un grand mouvement qui était en fait le jumeau idéologique de mon pan-européisme. Parce que les aspirations, la volonté de faire un grand continent libéré de l'impérialisme, c'est la même chose. Simplement, le pan-européisme, lui, il existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Il y a deux grandes figures qui l'ont marqué au début du XIXe siècle. C'est le grand génie Victor Hugo, qui a été le chantre des États-Unis d'Europe, qui ont influencé aussi bien Lénine que Trotsky ou Marx. L'autre grand nom, c'est Mazzini, le grand révolutionnaire européen italien, avec sa Jeune Europe, qui a été aussi le nom de mon organisation au début des années 60, et qui entend décréer une grande Europe révolutionnaire, une alliance des peuples contre ce qu'il appelait à l'époque la réaction, la contre-révolution, les monarchies absolutistes. Le mouvement a pu évoluer, évidemment, en de nombreuses décennies. Il a ressurgi comme un grand mouvement d'opinion politique après la grande boucherie de la guerre de 1914-18. Les pan-européistes ne voulaient plus d'une nouvelle guerre mondiale. Ils croyaient déjà à la réconciliation franco-allemande, qui va être la grande idée du général de Gaulle après 1960. Et malheureusement, l'idée a dérapé, est arrivé le retour des ultranationalistes, des fascismes, les mêmes qui actuellement sont à l'œuvre en Ukraine par exemple. Ça a été le temps d'Hitler, ça a été la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'extermination de nombreuses populations. En 1945, l'idée européenne est arrivée presque naturellement, c'est-à-dire que là, ils ont dit cette fois plus de troisième guerre en Europe. Il y a eu le mouvement qui a conduit, au départ de l'économie d'ailleurs, qui a conduit à la communauté économique européenne, la CE, au départ d'une alliance économique de 6 pays, dont la France, l'Allemagne et les pays du Benelux, sur le charbon et l'acier. Rappelez-vous, vous panafricanistes, ça. C'est-à-dire que le mouvement pan-européen ou l'Union européenne n'a pas commencé avec la politique. Il a commencé avec de l'économie pratique, avec des échanges douaniers et industriels. C'est ce qui s'était déjà passé au milieu du XIXe siècle, lorsque la Prusse a pris la tête du mouvement d'unification allemande, a lancé une union douanière qu'on appelait le Zollverein, avec le plus grand des économistes qui a créé ce qu'on appelle le nationalisme économique, c'est Friedrich List. Et c'est de là qu'est surgie l'unification allemande au moment de la guerre de 1870 contre la France. Donc l'Europe a suivi le même chemin. Les idéologues allemands, dans ceux qui ont été les précurseurs de ce qui va devenir l'Union européenne, étaient importants. Ils connaissaient Friedrich List notamment. Et puis est arrivée la CEE, et puis l'Union européenne. Mais dès le départ, il y a eu un péché originel, comme dirait la Bible, pour justement ce processus européen. Ça a été que les militants européens, comme Schuman par exemple, qui au départ était un agent des Américains, ont accepté le parrainage des États-Unis et de l'OTAN pour construire l'Union européenne. C'est, et je reste dans mon parallèle, c'est ce que certains vous proposent actuellement. Une Union africaine, mais qui serait un peu tenue en contrôle par
les Occidentaux et par le Fonds monétaire international. Et on en arrive à la tragédie ukrainienne aujourd'hui. On en arrive, avant celle-là, il y a 20 ans, à la tragédie yougoslave qui se ressemble. On voit cette grande Europe qui promet la paix, qui dit grâce à nous il n'y a plus de guerre en Europe. On la voit, il y a 20 ans, organiser le démembrement de la fédération yougoslave, reconnaître ce qui va conduire à 5 ans de guerre terrible, la Slovénie et la Croatie. Pire encore, on voit cette Europe, ces pays européens au sein de l'OTAN, aller pour la première fois depuis 1945 porter la guerre et bombarder une capitale européenne, Belgrade. La décadence du processus européen va continuer et elle en arrive à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui où l'Union européenne est simplement devenue ce que j'appelle moi le NATO-land, c'est-à-dire le bras armé de l'OTAN. Je ne crois plus à un avenir du processus de l'Union européenne. Là, beaucoup d'experts en Russie ou en France n'y croient plus non plus. C'est la raison pour laquelle, et après je vais en revenir au panafricanisme, nous proposons cette alternative, c'est-à-dire cette Europe unifiée depuis Moscou, au départ de la seconde Europe que Vladimir Poutine est en train de mettre en place avec ce qu'on appelle l'union douanière, mais qui va devenir l'espace économique eurasiatique en 2015. Retenez espace économique eurasiatique, communauté économique européenne. Poutine n'a jamais caché que son ambition était de faire un processus identique, mais sans les contraintes de la bureaucratie de Bruxelles et sans cette suggestion, ce harnais qu'est l'OTAN pour l'Union européenne. Je pense donc que le processus panafricain doit réfléchir sur cet échec de l'Union européenne, sur cet échec de l'idée européenne en Europe occidentale. Il faut savoir que cet échec est global et que, à part mes amis et moi-même, personne n'a proposé une alternative. Il faut réfléchir à ça. Il faut aussi réfléchir sur le fait que l'Union africaine n'est pas actuellement, malheureusement, doublée d'une union économique panafricaine. Moi, je pense que la clé de départ, c'est que pas tous les pays africains, mais un certain nombre de pays africains développés se lancent dans un ensemble économique. Ne nous trompons pas, je ne parle pas de ces unions régionales qui existent, CEDEAO, etc., qui ne sont que des mini-Afriques, mais qui ne correspondent pas à ça. Ce que j'appelle un espace économique, c'est quelque chose qui ressemble à l'Union européenne, et pas nécessairement avec des pays qui se touchent. Ça, c'est pas nécessaire. Et je pense qu'il faut qu'un pays prenne l'initiative de cela, et je vais encore le répéter, il faut un pays qui ait une position panafricaine forte, et actuellement, il n'y a que le président de Guinée équatoriale.